le panafricanisme aujourd'hui, pour moi, c'est une lutte de libération, en plus d'une lutte de reconnexion à notre africanité et à notre intégration, mais c'est une lutte de libération, pour moi. Il y a cette dimension qui s'est ajoutée ces dernières années, euh, qui était déjà latente à ce moment-là, mais qui est beaucoup plus exacerbée, plus en avant, avec naturellement la reconquête de notre africanité, de notre dignité, de nos cultures, de nos valeurs, de la connaissance même de nos valeurs. Il faut que les gens sachent d'où on vient. Ça s'est perdu à travers des programmes scolaires qu'on nous a imposés et que malheureusement, après les pseudo-indépendances, les pères de nos nations n'ont pas jugé nécessaire de changer. Ça, les programmes télé qu'on nous a, avec lesquels on nous a abreuvés, les informations, euh, la religion, enfin, il y a plein de choses qui ont fait qu'on a perdu la connaissance même de nos traditions, de nos us, de nos coutumes, de notre africanité. Je ne dis pas que l'on doit s'y accrocher intrinsèquement, mais au moins les connaître, au moins en être conscient et au moins savoir que c'est ça de là où on vient. Après, on peut déployer ses ailes et aller dans le monde, mais au moins on est toujours attaché à ses racines. Sinon, on flotte et on va au gré du vent. Et généralement, ceux qui volent au gré du vent n'arrivent jamais à destination. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a compris que le socle, c'est justement la culture. Voilà. Je pense que je ne sais pas si on a compris tous, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui le comprennent aujourd'hui qu'hier. Ça, c'est clair. Et je le vois surtout chez les jeunes, parce que à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont même peut-être plus engagés dans cette reconquête de la souveraineté, plus fiers de revenir à nos coutumes, de se revendiquer de nos coutumes, que certaines personnes qui sont plus âgées et qui sont peut-être, voilà, qui sont formatées déjà qui sont dans un certain moule et pour qui c'est très difficile, voilà, de ressortir de ce moule-là. Si, je vois une avancée. Je vois une avancée et ça me réconforte, ça me rassure et ça m'encourage à continuer. Voilà. Que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il y a plus de récupération politique, de panafricanisme intéressé, un panafricanisme plutôt orienté conquête et conservation du pouvoir aujourd'hui qu'avant? Oh, je pense rien de bon de ceux qui disent ça, parce que quand on observe l'histoire, euh, les mouvements initiaux ont toujours été ceux qui ont intrinsèquement porté l'intégrité du combat. C'est-à-dire qu'on était dans une phase de colonisation et dans les années 50, des gens se sont réunis et ont eu des aspirations à la liberté, à l'indépendance. Ils se sont battus pour ça et ils ont été combattus. Et une des formes du combat, enfin de pouvoir les faire taire, c'était de créer une dichotomie dans les indépendances. Il y avait les indépendantistes qu'on a présentés comme sauvages, radicaux, violents, et puis on a créé des indépendantistes courtois, qui étaient compatibles avec le système. Et il y a eu donc une diabolisation de ceux qui avaient intrinsèquement porté le combat. Ils n'ont pas seulement été diabolisés, ils ont été éliminés. Je veux dire, les Lumumba, tout ça, là, les Umniobe, on les a tous vus être éliminés. D'ailleurs, pas seulement chez nous, aussi du côté du Kenya avec les mouvements des Mau Mau et tout ça. Et puis, comme tout, chez nous, tout se passe par cycle de 30 ans, 30 ans plus tard, les gens ont compris ont constaté surtout que les indépendances étaient factices, que ça n'a pas apporté le bien-être qui était recherché. Et ils ont de nouveau eu cette aspiration à la liberté, à la souveraineté. Et ils voulaient la démocratie. Ils ont pensé que, comme chez les Occidentaux, c'est la démocratie qui a amené le bien-être. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque, que c'était la démocratie. Ils ne savaient pas que c'était les ressources qu'on volait chez nous qui amenaient le bien-être chez eux. Ils ont aspiré à la démocratie et on leur a dicté un modèle de démocratie en 1990 à La Baule et ils ont appliqué ça ici.
Et là aussi, il y avait ceux qui étaient intrinsèquement intéressés par l'amélioration de nos conditions de vie à travers la démocratie. Et on a créé des démocrates compatibles avec le système france-africain. Ceux qui allaient nous dire que la démocratie, en fait, c'est le multipartisme. Comme ça, on a ceux qui défendent la France-Afrique au pouvoir et ceux qui défendent la France-Afrique dans l'opposition. Et puis, voilà. Ou bien ceux qui nous ont expliqué que la démocratie, c'est le vote. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si vous biaisez les conditions de collecte du suffrage populaire, vous n'êtes pas en démocratie. Mais on a dilué le message en créant une deuxième fange de pseudo-démocrates. Et là, 30 ans plus tard, c'est le souverainisme, le panafricanisme. Nous, on a commencé à parler de ça il y a longtemps. Il y a longtemps, quand c'était plus à la mode, quand ce n'était pas redevenu à la mode. Et pour essayer de diluer notre message, de mélanger un peu les choses, on crée un autre courant de panafricanisme modéré, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, les panafricanistes modérés, et on nous présente, nous, comme les diables, les gens... Radicaux. Oui, les radicaux, les gens qui sont intéressés, je ne sais pas pourquoi, la lutte panafricaniste nous précarise. Moi, je suis un exemple de personne que la lutte... Ça nourrit pas son homme. Ah, ça nourrit pas son homme, ça l'appauvrit, ça le met en danger, ça l'éloigne de ses proches, de sa famille, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais en fait, il s'agit chaque fois de décrédibiliser des revendications légitimes portées par des gens qui sont intrinsèquement engagés dans un combat pour l'amélioration de la collectivité. Vous, par exemple, vous dites que vous recevez, par exemple, du financement de Moscou, par exemple. Ben oui, j'entends ça. Ça fait tellement longtemps que j'entends ça. Je demande à chaque fois où est le financement. Je prendrais volontiers le financement. Honnêtement, je vous le dis parce que quand on est dans une lutte a besoin de moyens. On ne peut pas gagner de combat si on n'a pas les moyens de la lutte. Et donc, si moi j'avais des financements qui pouvaient venir de Moscou, de Téhéran et même de Paris, hein, d'Évreux, hein, et je veux dire, pourquoi pas? Le tout, c'est ce que vous faites avec cet argent-là. La seule chose que j'ai à dire par rapport à ces affirmations, c'est que si j'étais vraiment quelqu'un qui était achetable, mais pourquoi mes adversaires ne m'achètent pas pour me faire taire? C'est tellement simple. Vous dites qu'on me paye pour un combat, ou je vous embête avec ce combat. Mais donnez ne serait-ce qu'un franc de plus que les autres, et puis vous allez voir si ça va me faire taire ou pas. C'est simple. Pour changer d'avis. Alors, comment vous décrirez aujourd'hui l'impérialisme occidental en Afrique? Il est conforme à ce qu'il a toujours été. Son mode opératoire a toujours été le même. Bon, les Occidentaux ont une vision de l'Afrique qui est très dégradante pour nous. Ils ne nous voient pas comme des humains. Ils ne voient pas l'Afrique comme un territoire sur lequel vivent des gens qui sont comme eux. Pour eux, l'Afrique, c'est un butin, un endroit où ils peuvent aller chercher des ressources, chercher ce qu'il leur faut pour s'enrichir chez eux, pour développer leur pays, pour donner du bien-être à leur population. Et nous sommes, voilà, nous sommes des gens qui sommes là par hasard. Nous sommes même pas les gardiens de nos ressources. Nous sommes des gens qui cherchent à éliminer. On les embête en fait. Ils aiment l'Afrique sans les Africains. Et ça a toujours été comme ça. Ils nous ont jamais considérés comme des humains, comme des égaux, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, aujourd'hui par la néocolonisation et la France-Afrique. Vous voyez, quand vous et moi, si on s'exprime sur des thématiques mondiales, ça va les déranger. Ils vont dire, mais pourquoi Nathalie Yamb se permet de parler de la situation en Ukraine ou de la situation à Gaza? Ça ne vous regarde pas, vous êtes qui? Mais vous parlez bien des situations chez nous.
Tout le monde parle de la situation mondiale, mais nous, les Africains, quand on en parle, on devient des gens qui sont payés pour faire ça. On n'a pas à voir au chapitre On mondial. n'a absolument pas voix au chapitre mondial, enfin, d'après eux. Et le pire, c'est qu'il y a des gens parmi nous qui trouvent que ceux qui disent ça ont raison, qu'on n'a qu'à rester en bas. On n'a pas besoin de rester en bas. L'Afrique est grande. L'Afrique a un passé, a des aspirations, a même un présent. Il n'y a aucune raison qu'on accepte qu'on nous laisse toujours en marge de la marche du monde, alors que tout le monde vient piller chez nous ce qu'il faut pour aller développer leur monde à eux. Non. Pourquoi? Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi dans la victimisation permanente? Bon, peut-être qu'il y a certains qui se victimisent. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui se victimise ou qui victimise l'Afrique. Je dis la vérité. Alors, si l'histoire, les faits montrent qu'il y a un qui est violent et qui domine les autres et qui a fait des mauvaises choses et qui a décimé, qui a tué, qui a violé, qui a volé, qui a torturé, mais c'est la vérité, c'est pas une victimisation, c'est simplement de dire la vérité. Si la personne a du mal à reconnaître son statut de coupable, bon, ça ne doit pas m'empêcher de reconnaître le fait que j'ai eu à subir des assauts, à subir de la barbarie, et qu'aujourd'hui, je dis, je ne l'accepte plus, je résiste, et je rétablirai la vérité, et je vais reconquérir la souveraineté sur mon continent, mon pays, ma vie, mon avenir, mes rêves. Oui. Ce qui est intéressant aujourd'hui, justement, c'est que de plus en plus, on est plus dans l'action. Oui. On ne se contente plus de décrire les faits, mais on va au-delà en posant les axes. Oui, je pense, S'affranchir. oui, de s'affranchir. Et je pense que c'est pour ça que je suis très reconnaissante aux leaders qu'on a ici dans l'AES. Parce que je pense qu'il y a une synergie entre ce que nous faisons et ce qu'eux font. L'éveil est essentiel. L'éveil, comprendre comment le monde fonctionne, comprendre les mécanismes de notre asservissement, de notre soumission, de notre maintien dans la pauvreté, c'est le premier pas pour agir. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous allez agir comment? Vous allez poser des actes qui vont aller nulle part. Vous savez, quand je rencontre les autorités ici dans l'AES, et même parfois des autorités à l'extérieur de l'AES, ils me disent tous que nous avons contribué à leur faire comprendre les choses. Mais on ne peut pas seulement parler, il faut à un moment donné qu'il y ait des gens qui posent des actes qui vont changer les choses. Et ces actes-là, généralement, ceux qui peuvent couper les chaînes qui nous maintiennent en bas, ne peuvent être posés que par les gens qui sont au pouvoir. C'est pour ça que c'est très important, non seulement de former des gens qui soient patriotes et courageux, mais aussi de s'assurer qu'on arrive à les installer dans les fauteuils ou sur les tabourets à partir desquels ils peuvent prendre des décisions pour couper ces chaînes-là. Et pour moi, personnellement, peu importe la façon dont ils arrivent au pouvoir, que ce soit à travers un coup d'État, que ce soit à travers une élection. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je suis antidémocratique? Non, je ne suis pas contre la démocratie. Moi, peu m'importe la façon dont les gens arrivent au pouvoir. C'est ce que vous faites pendant que vous êtes au pouvoir. De votre pouvoir. Qui m'intéresse. La qualité de la décision que vous prenez quand vous êtes au pouvoir. Si vous travaillez pour le bien-être des populations, même si on vous appelle dictateur ou même si on vous appelle comment, vous n'avez qu'à rester. Mais si vous êtes là et puis que les autres vous disent que vous, il a gagné des élections, c'est un grand démocrate, mais que notre quotidien... Vous ne faites pas le bonheur de votre peuple. Ben, dans ce cas, vous n'avez qu'à partir dès le prochain jour. Et celui qui viendra vous dégager là, on va dire que son coup d'État était salutaire.